Bienvenue à tous et à toutes aux entretiens Lire pour triompher, des entretiens qu'on vous propose à l'occasion du 27e Salon international du livre d'Alger qui célèbre le 70e anniversaire de la glorieuse révolution algérienne du 1er novembre 1954 et qui met à l'honneur cet héritage historique. Alors aujourd'hui, nous allons parler dans cet épisode du rôle de la littérature dans la lutte contre le colonialisme, les enjeux géopolitiques contemporains ainsi que les défis de la quête de justice sociale dans un monde en perpétuelle transformation. Et pour ce faire, nous avons l'immense plaisir et privilège d'accueillir Monsieur Niels Andersen. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Alors vous avez consacré une grande partie de votre vie à la résistance contre le colonialisme. Vous avez aussi été témoin de la manière dont la guerre d'Algérie a marqué l'histoire, non seulement politiquement mais aussi culturellement. Donc selon vous, quel impact la guerre de l'Algérie a eu sur la littérature mondiale et dans le monde arabe aussi? Alors, je peux surtout parler de la littérature mondiale. Je crois que la littérature algérienne, d'abord, dès les années 40, 50, et avant, mais surtout à partir des années 40-50, il y a eu un bon nombre d'auteurs algériens qui se sont imposés en France auprès des écrivains et des éditeurs français, ce qui n'est pas facile. Les éditeurs français sont très francophiles et franco-centristes. Et donc, mais il y a Mamari, il y a Kateb Yassine, il y a Malek Haddad et beaucoup d'autres qui ont, à ce moment-là, effectivement, pris une place, et une place importante, qui a été une contribution à la lutte de libération. Même si c'était de la littérature, des romans, ils ont été des éléments de la lutte de libération par ce qu'ils faisaient connaître de l'Algérie, parce qu'ils faisaient connaître. Il y a eu un petit livre qui s'appelait La complainte du mendiant arabe dans la Casbah, qui était un poème absolument extraordinaire. Tout cela a eu son écho pour faire comprendre ce qu'était la colonisation, le système colonial, et puis ensuite, bien sûr, avec la guerre, la répression et tout ce que ça consistait. Donc la place de l'écrivain algérien a été importante, a été une contribution à la lutte de libération. Donc justement, le SILA, il met en avant ces écritures-là, ces auteurs qui sont engagés, les œuvres qui ont marqué l'histoire littéraire. Vous-même, vous avez activement soutenu des auteurs algériens en exil et des écrivains engagés durant la guerre d'Algérie. Donc quel rôle la littérature a joué dans la lutte contre l'oppression coloniale et comment avez-vous vu son pouvoir de résistance se développer au fil du temps? Voilà, alors je crois qu'on a esquissé le rôle de la littérature et du roman et de la poésie algérienne dans cette phase initiale. Ensuite, le livre, le papier. On est dans un contexte totalement différent aujourd'hui, mais à l'époque, le moyen d'information, de lire, était le papier, et la télévision était embryonnaire, et tous les moyens de communication réseau qu'on a aujourd'hui n'existaient pas, bien sûr. Donc le papier, le livre, était un élément fondamental d'information et de connaissance. Alors, je crois que après le rôle directement de l'écrivain de littérature, le livre a joué un rôle essentiel, et ça, dans le cours de la Révolution, un rôle que le FLN a compris, c'est-à-dire au-delà de la lutte de armée et libération qui était la première, au-delà de l'action qui était menée dans les domaines diplomatiques et politiques, ils ont accordé une grande importance à l'information. Et finalement, le rôle principal de l'écriture a été des livres de dénonciation, principalement de la torture, mais tous les moyens de répression. Et je crois que et auquel les écrivains ont participé. J'ai édité moi-même un livre qui s'appelle La Pacification, qui est un livre qui a été conçu par la Fédération de France du FLN, qui montre tous les aspects de la répression,
pas seulement la torture, mais les camps de regroupement, le napalm, les bombardements, les mèches rasées, les enfumades, etc. Ce livre, qui est un livre de documents, hein, de témoignages et de documents, c'est un livre politique essentiellement, a été préfacé par Hafid Karaman, mais la facture du livre, les chapitres et l'organisation du livre a été faite par Kateb Yassine. Donc là aussi, il y a une implication des écrivains dans le travail politique direct auquel ils étaient étroitement mêlés. Voilà. Alors votre engagement dans les causes anticoloniales dès les années 1950 en soutenant des œuvres censurées comme la cause d'Henri Halleck relève d'une mission morale? J'ai découvert la question coloniale d'abord, et c'était la question coloniale et le droit à la justice de l'indépendance et de se libérer du colonialisme des peuples qu'il était. Donc ça a été ma conviction première, hein. Ça c'est ce qui était mon engagement. Il y avait eu déjà avant le Vietnam, et il y avait d'autres peuples, mais surtout le Vietnam. Et puis, bien sûr, l'Algérie qui est un élément déterminant. D'abord, l'Algérie était proche de l'Europe. Ensuite, il y avait une forte émigration algérienne en France. Donc, j'habitais la Suisse, mais on était géographiquement et politiquement impliqués. Donc, d'abord, c'est un engagement anticolonial et, disons, idéologique à ce moment-là. Maintenant, bien sûr, la question morale joue un grand rôle, en particulier par le fait que la torture a été employée non pas comme une bavure, mais comme un système pendant cette guerre, et ce qui posait un problème moral énorme, d'autant plus qu'on était seulement 10 ans après le nazisme, c'est-à-dire le nazisme et la torture faisait partie du présent, et on voyait la France employer les méthodes mêmes qu'avaient utilisées les nazis, donc, et y compris les camps de regroupement et autres. Donc voilà, ça, il y avait la côté morale, mais c'était d'abord une conviction idéologique pour moi d'être anticolonial. Une forme de résistance contre la répression culturelle. Et qui impliquait une solidarité. Alors, le hasard a fait que, par l'édition, je suis entré en contact plus avant avec les Algériens en Suisse et avec la Fédération de France, et il s'est greffé dessus des actions alors, de solidarité, de soutien à la lutte de libération, qui sont ajoutées à la question du rôle du travail avec le livre et l'édition pour dénoncer cette guerre et défendre la cause algérienne. Donc en 1967, vous avez été expulsé de Suisse pour vos activités politiques. Comment cette expérience a-t-elle influencé votre vision de l'engagement? Et est-ce qu'elle vous a poussé à chercher un espace plus global, un espace de résistance plus grand? Il y a une chose intéressante, vous savez, quand le gouvernement suisse m'a expulsé, c'est une des conséquences du rôle que j'avais joué pendant la guerre d'Algérie, mais ensuite, dans d'autres domaines politiques où je suis intervenu avec des livres, donc il y avait une accumulation de griefs. J'ai eu pendant des années des avertissements, parce que je suis né en Suisse, mais mon père était suédois, donc j'étais de nationalité suédoise. Donc on me disait, vous n'êtes pas suisse, vous menez une activité politique en Suisse, c'est illégal pour un étranger, etc. Donc il est arrivé le moment, 2-3 ans après la guerre en 1965, où le gouvernement suisse a pris une décision d'expulsion. Je pense toujours dans ces moments-là, vous savez, je ne dis pas que j'ai été surpris puisqu'il était prévenu depuis des années, donc c'était une chose qui arrivait, disons, un peu normalement, mais je me dis toujours, c'est une décision comme celle-ci, c'est pas moi qui suis fort, c'est ceux qui prennent la décision qui sont faibles. Parce que je ne représente aucune menace, j'avais pas de moyens, j'étais éditeur, c'est tout. Donc je n'étais pas une menace. L'expulsion est démesurée par rapport au rôle que je jouais. Et donc, c'est pas moi qui suis fort, c'est une preuve de faiblesse par ceux qui prennent cette décision. Après, effectivement, ça m'a obligé à quitter la Suisse. Et
Et je pense que ça a été un enrichissement, justement par la connaissance d'autres peuples, d'autres luttes, d'autres, etc. Mais quand même, le fondement de mon engagement, c'est la lutte du peuple algérien. C'est là où j'ai fait mon école de vie, c'est avec le peuple algérien. D'accord. Donc après avoir vécu en Albanie, en Suède, avant Oui. de revenir à Paris, quelle importance attribuez-vous à l'internationalisme de votre parcours politique et littéraire ? Je pense que tous les peuples ont intérêt à élargir leur champ finalement, il n'y a rien de pire que ce que l'on constate aujourd'hui en Europe et en France en particulier, c'est concret, avec le rejet de l'autre, ou la peur de l'autre, ce qui est sous une forme plus ou moins ouverte, toujours du racisme. Enfin, l'autre est différent, l'autre n'est pas le même, et on en a peur. La littérature est un moyen quand même de connaître l'autre. Donc en ceci, elle joue un rôle éminent. Mais ce sont des cycles. Hein. Nous sommes dans un cycle actuellement où finalement la fermeture et le rejet est priorité. Il est aujourd'hui je dis aujourd'hui, il est plus important qu'il y a 30 ou 40 ans. Le rejet aujourd'hui que l'on constate en Europe dans des populations à l'égard du monde arabe, par exemple, ou du monde musulman, ou d'autres lieux, le palestinien est un exemple frappant concrètement aujourd'hui, ce rejet est encore plus agressif qu'il n'était au temps de l'Algérie. Plus agressif. Hein. Bien sûr que l'Algérien était alors le melon, c'était un félaga, c'était tous les mots qu'on employait, mais il y avait le racisme colonial, il y avait tout. Mais je trouve qu'aujourd'hui, en France et en Europe, la brutalité, la façon dont on laisse le peuple palestinien se faire massacrer, on parle de solidarité qu'il y a eu. Il ne faut pas imaginer que le peuple français était solidaire avec le peuple algérien, c'est pas ça. Mais il y a eu beaucoup de Français qui sont engagés concrètement, qui ont pris des risques, qui ont été condamnés à des années de prison, même s'ils n'ont pas été torturés, comme l'étaient les Algériens, mais ils ont pris des engagements. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des solidarités, mais l'indifférence et la haine sont plus fortes qu'ils n'étaient à l'époque. Donc aujourd'hui, on parle de solidarité internationale. Est-ce qu'elle peut jouer un rôle significatif aux défis actuels, notamment avec le génocide à Gaza ? Les silences sont effrayants. Alors, silence des gouvernements d'abord, moins des peuples, moins des opinions publiques, mais quand même dans les opinions publiques, on peut parler d'un silence. Il y a des jeunes, il y a des gens qui se mobilisent, qui manifestent, qui font les choses, mais par rapport à l'ampleur du génocide, puisqu'il s'agit d'un génocide très clairement, on peut selon les conventions de Genève qui qualifient le génocide, il y a génocide à Gaza et peut-être demain au Liban également. Donc les opinions publiques et les gouvernements ont une responsabilité énorme. Je pense que c'est une tâche qui restera indélébile dans l'histoire du monde occidental, du monde des européens, l'absence de réaction, l'absence d'humanité, parce que c'est simplement ça, c'est pas à l'égard de ce que subit aujourd'hui le peuple palestinien. Mais il faut souligner aussi, même si ça n'a pas été dans des conditions différentes, combien le peuple algérien, pendant 8 ans, c'est long, 8 ans de guerre, c'est pas un petit temps. La guerre mondiale a duré 5 ans, et la guerre d'Algérie a duré 8 ans. Eh bien, là, il faut quand même rendre mémoire et toujours avoir l'esprit, combien l'esprit de sacrifice à ce moment-là du peuple algérien était grand, et combien il est resté irréductible, quelle que soit la répression, quels que soient les moyens mis en place par l'armée, par l'État français, par tout ça, eh bien, il n'a pas cédé.
Et ça, je vous assure que mois après mois, année après année, je l'ai vécu un peu, ça a été absolument admirable. Donc, dans le contexte des changements géopolitiques et de l'émergence de nouvelles puissances aujourd'hui, pensez-vous que l'Occident suit toujours la même trajectoire de déclin que vous avez d'ailleurs décrite dans votre livre Mémoire éclatée ? C'est une question fondamentale aujourd'hui. C'est la question fondamentale, je vous rejoins absolument. Je crois que on est entré dans un autre monde parce que, oui, il y a eu Bandung, oui, il y a eu ce qu'on appelait le tiers-monde, mais Bandung et le tiers-monde ont joué un rôle énorme, ont contribué énormément à l'indépendance de beaucoup de peuples, dont celle du peuple algérien. Mais encore pendant toute la période 50, 60, 70, 80, jusqu'à 80, les peuples, ce qu'on appelait les peuples non alignés, les 77, toutes ces organisations qui existaient, c'était, en fait, oui, ils quémandaient qu'on traite des rapports plus égaux entre le Nord et le Sud. Ils étaient dans une position de demande, et parce que c'était le rapport de force de l'époque. Aujourd'hui, nous n'avons plus ce même rapport de force. On ne parle plus de tiers-monde, on parle plutôt de Global Sud, et on s'aperçoit que le Global Sud est parfaitement en mesure de tenir tête. Il ne demande plus, il ne quémande plus une égalité des rapports de force, mais au contraire, il demande un rapport d'égal à égal avec les puissances occidentales, avec que ce soit européennes ou les États-Unis et autres. Ils sont en position de se mettre en position d'égalité. Ils ne sont plus dans la demande, ils sont en mesure d'imposer. On peut prendre un exemple, mais il y a 30 ans, si on prend l'exemple de l'Ukraine et de la Russie, si les mesures économiques prises contre la Russie depuis 2 ans, la Russie aurait été asphyxiée. Aujourd'hui, la Russie a pu s'appuyer sur l'économie du Global Sud, sur les systèmes financiers du Global Sud, sur tout ça, et c'est au contraire l'Europe qui subit les conséquences des mesures prises par les Européens eux-mêmes, les Occidentaux eux-mêmes, plus que la Russie n'en subit. Donc ça montre bien que là, il y a une inversion totale de rapport de force. On n'est plus dans le Bandung, le tiers-monde qui demande, on est dans un rapport global sud et qui change complètement la face du monde et qui met la situation occidentale dans une situation effectivement d'affaissement et qui n'est pas un moment historique qui est inéluctable et qui ira s'approfondissant. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a ces sentiments aujourd'hui de crainte et de peur en Europe. Il ne leur suffit plus de baisser le doigt. Prenons un dernier exemple. Vous avez le Burkina Faso et le Niger, qui sont des pays extrêmement pauvres, c'est-à-dire sans moyens, sans une armée. Ils demandent à la France, il faut partir, la France part. Elle ne serait pas partie il y a 20 ans. Eh bien aujourd'hui, oui. Alors malgré un renouveau des discours décoloniaux à travers des mouvements comme Black Lives Matter, l'impérialisme et le néocolonialisme restent omniprésents aujourd'hui ? Oui, non, il faut pas. L'impérialisme est fort. Il ne faut pas croire que c'est une lutte politique, c'est une lutte économique, c'est une lutte idéologique aussi, parce que l'idéologie impérialiste est extrêmement active. Les moyens qu'ils ont, médiatiques ou autres, ils en sont énormes, sont puissants. Et militairement, ils sont encore puissants. Donc, c'est en ceci, je crois, la période est dangereuse parce que il peut toujours y avoir un accident, une décision prise qui déclenche l'inéluctable et qui va vers un conflit majeur. Mais je crois, oui, la lutte anti-impérialiste et la lutte anticoloniale, puisque
que ce soit le peuple sahraoui ou le peuple palestinien, sont soumis au colonialisme aujourd'hui d'Israël ou du Maroc et de l'Occident. Je pense que ces luttes restent concrètes, valables, mais revenant à la phase, le moment précédent, dans un nouveau rapport de force. Un nouveau rapport de force qui est beaucoup plus favorable contre l'impérialisme et contre le colonialisme. Mais ça ne veut pas dire que ça sera facile et que c'est gagné. C'est pas vrai. Ce sera une lutte encore, même maintenant, de longue haleine. Très bien. Alors vous avez vécu dans des sociétés très très différentes. Estimez-vous que la quête de justice sociale a échoué ou pensez-vous qu'il reste encore de l'espoir? La justice sociale, oui. Je crois que une des choses qui est principale dans cette question sociale, c'est que le capitalisme et l'impérialisme font prévaloir l'individualisme. Et l'individualisme, c'est ce qui s'oppose à la justice sociale. Parce que si on pense à ses intérêts individuels et personnels, je crois que s'il y a eu un moment où le peuple algérien a été, pendant sa lutte, où il y avait vraiment... on était collectif, et totalement collectif. C'est un exemple, c'est la puissance que ça veut donner. Mais dans la lutte d'aujourd'hui, qui est dans un contexte différent, non, je pense que l'ennemi de l'égalité sociale, c'est l'individualisme. Ça ne veut pas dire que chacun n'a pas des besoins particuliers, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes choses. Donc bien sûr que ça doit être respecté. Mais si la société part de sentiments individuels, elle est inéluctablement inégale. Hein. C'est quand même une approche collective de solidarité, qui sont beaucoup plus développées dans les pays comme l'Algérie, qui ne sont par exemple entre générations qu'en Europe. Si on n'introduit pas, si on ne combat pas l'individualisme par un sentiment collectif de société, à vivre ensemble, on ne peut pas arriver à une amélioration, à plus d'égalité sociale. Très bien, merci beaucoup pour vos éclairages et vos réflexions profondes, Monsieur Anderson. Merci à vous. Merci beaucoup et merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt.